Vous avez l'âme d'un voyageur, vous cherchez une solution pour voyager en tant que salarié. Voici quelques solutions que nous avons à vous proposer suite à nos recherches, mais aussi aux rencontres que nous avons faites pour vous apporter un maximum de valeur. On va vous parler des avantages, des inconvénients, du visa dont vous aurez besoin pour travailler à l'étranger. Et nous aurons donc même 2 invités qui vont partager avec vous leurs propres expériences. Nous sommes Caroline et Steve. Entrepreneurs nomades, nous avons décidé de vivre à l'année dans notre fourgon aménagé et de vous partager nos désirs, nos défis et notre philosophie sur les routes. Avec la crise sanitaire, le télétravail s'est démocratisé. Certains métiers que l'on peut exercer en tant que salarié permettent vraiment de télétravailler plus que d'autres, évidemment. Par exemple, secrétaire, traducteur, graphiste, designer, comptable, téléconseiller, développeur, ingénieur en informatique, les métiers du conseil, etc., etc. Ça vaut le coup d'essayer de négocier avec votre employeur ou de trouver une entreprise qui encourage le télétravail. L'employeur peut accepter d'autant plus facilement que vous le rassurez en fait. Le rassurer quant à votre capacité à faire le job pour lequel vous êtes payé. Parce que oui, il existe encore des employeurs qui comprendront que vous êtes plus efficace dans un environnement qui vous convient mieux que dans une entreprise dans laquelle vous vous sentez coincé. Vous êtes salarié d'une entreprise, donc vous bénéficiez des couvertures sociales, assurance chômage, et tous les avantages du salarié en général, surtout si vous faites partie d'une entreprise française. Évidemment, si vous faites partie d'une entreprise étrangère, il faudra vous renseigner. Deuxième avantage, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous savez chaque mois que vous allez toucher votre salaire. Vous conservez votre semaine de vacances, vos semaines de vacances pour en profiter à fond dans les pays que vous visitez. Le salaire en plus que vous touchez, par exemple un salaire français, est avantageux si par exemple vous vivez dans un pays où le niveau de vie est à bas coût. Et là, vous pouvez vraiment y vivre comme un prince. Inconvénient, c'est que vos semaines sont des semaines de travail basées sur les mêmes horaires que votre collègue qui, lui, est toujours dans l'entreprise. Donc, quand vous êtes en voyage, ça peut être pénible de ne pas avoir le contrôle sur votre planning. Surtout, ça peut être contraignant si vous êtes en décalage horaire avec l'entreprise. Donc attention, vous n'aurez pas trop le droit de vous louper sur ces horaires et sur votre planning. Si jamais vous faites faux bond à l'entreprise, ça va être mal vu. Vous aurez aussi besoin d'avoir un espace de travail pour ne pas être dérangé. Si par exemple vous voyagez, je ne sais pas, en camping-car, en fourgon aménagé comme nous, si vous avez des enfants, ça va être tendu quand même pour pouvoir faire vos réunions de travail. Imaginez un peu là, imaginez juste planter le décor. Vous êtes à la plage, au bord d'une piscine, sous un beau soleil, un cocktail à la main, il fait beau, tout est génial, devant une mer bleue turquoise. Bref, pendant que vos amis, votre famille se baignent, il y a des rires et il y a tout ça. Est-ce que vous serez capable de résister aux différentes tentations et de demeurer concentré de 9 h à 17 h comme l'exige l'entreprise? Pensez-y sérieusement. Devenir saisonnier est une des façons de profiter de voyager tout en travaillant, l'une des plus connues d'ailleurs. Et pour le coup, je n'ai absolument aucune expérience à ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'étais à la rencontre de nos voisins de confinement, Alex et Enzo, un couple absolument charmant, dynamique, de vrais voyageurs. Vous allez les adorer et je leur ai posé quelques questions. Je suis saisonnière depuis une dizaine d'années maintenant dans les spas hôteliers, que ce soit à bord de mer ou en montagne. Donc c'est beaucoup de soins corps, de massage, de soins du visage, de choses comme ça et de vente de produits. Je suis serveur et je touche un peu à tout, à la cuisine, la plonge, le ménage. Je savais qu'en partant en saison, dans chaque entreprise, dans chaque lieu différent, j'allais pouvoir apprendre de nouvelles choses et étoffer mon CV surtout. Donc c'est pour ça que je suis partie en saison tout de suite après mon école d'esthétique. Ce qui m'a motivé, c'est surtout que j'en avais marre des études et que j'ai voulu trouver un travail tout de suite pour avoir de l'argent et essayer de construire ma vie pour pouvoir voyager plus tard, etc. J'ai tout simplement été sur Pôle emploi et c'est vrai qu'au niveau des barres de recherche et des filtres, tu peux facilement choisir emploi saisonnier et là tu as tout ce qu'il faut sur tous les secteurs de France et c'est à toi de filtrer ce qui t'intéresse ou pas. J'ai envoyé des candidatures à droite à gauche à ce moment-là, c'était pour la saison d'hiver
Et j'ai eu pas mal d'entretiens en visio, par Skype à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi saisonnier. Après, en France, il y a aussi pas mal de pages Facebook. Par exemple, je prends l'exemple d'une station de ski. Voilà, la station de ski en question aura forcément une page Facebook pour tous les saisonniers qui veulent se rendre là-bas. Et des fois, les employeurs se permettent de poster des annonces recherchant des employés directement sur ces pages Facebook aussi. Mais toi, par contre, tu n'as pas la même manière de trouver du boulot. Alors, je te laisse expliquer. Du coup, moi, je suis plus à quadriller une zone, on va dire, que par exemple pour les Alpes, quand je vais travailler en station de ski. Je choisis quelques stations, je prends un point au milieu, je loue un appartement pendant une petite semaine par exemple, et en général ça ne me revient pas trop cher du coup, et ensuite je vais déposer des CV directement devant les patrons un peu partout où je peux. Et si ça ne marche pas, je change d'endroit et je recommence, mais j'ai rarement été sur Pôle emploi pour trouver du travail. Tu privilégies vraiment le contact ouais, voilà. face à face. J'aime bien avoir le contact avec l'employeur aussi, parce que le monde des saisonniers, des fois, c'est un peu compliqué de ce côté-là. On n'a pas des bons patrons tout le temps. Donc j'aime bien, moi aussi, savoir avec qui je vais travailler et pas que... Et pas travailler pour le premier venu. Voilà, c'est ça, exactement. C'est important. Il y en a un qui ressort vraiment, c'est le fait d'être très généralement nourri, logé, blanchi gratuitement par son employeur. Donc ça, c'est énorme en termes d'économie, puisque on passe la majorité de notre temps au travail et on ne dépense pas forcément à côté. Bon, évidemment, hors contexte Covid, il y a forcément toujours des soirées, des restaurants à droite à gauche, mais mis à part ça, économiser un loyer et économiser les courses alimentaires, je trouve que c'est possible, énorme. Ouais. On peut le faire, quoi. Voilà, c'est un gros avantage qui se démarque de tous les autres. On fait beaucoup de rencontres amicales, professionnelles, des gens avec qui on va garder contact dans les années, etc. Et ça permet aussi de partager voilà, chacun notre rythme de vie, de partager nos expériences. Et même professionnellement parlant, voilà, si on tombe sur un patron avec qui ça s'est super bien passé, lui va nous rappeler l'année prochaine, tu veux revenir, ouais j'arrive. Et voilà, il y a une relation de confiance qui s'installe, que ce soit entre les employés ou entre les employés et les employeurs. Et ça, c'est vraiment top aussi. On travaille quand même la majeure partie de l'année et à l'intersaison, on bénéficie en général du chômage. Donc ça nous permet de ne pas rester 2-3 mois sans revenu. C'est un petit peu comme si on continuait de bosser finalement à l'année, comme quelqu'un qui va avoir un CDI ou quelque chose comme ça. Et le temps de se reposer un petit peu après une saison intense et le temps de se retourner pour trouver un nouvel emploi pour la saison qui suit. Quand on part en saison, il faut s'attendre à être un petit peu sur appel, à être prêt à dégainer, entre guillemets, s'il y a foule. Par exemple, pour les restos, si vraiment il y a une vague, un séminaire qui arrive, allô Enzo, tu peux venir maintenant, même si tu es en congé, ok j'arrive, tu rattraperas tes heures en congé. Les inconvénients. Voilà. Si vous êtes déterminé, motivé vraiment à travailler et à voyager en même temps, là où vous vous trouvez, pourquoi ne pas dénicher le petit boulot qui fera l'affaire? La plonge dans un hôtel-restaurant, le service, le ménage, la cueillette des fruits, donner un coup de main dans les marchés, en fait tous les petits boulots accessibles un petit peu à monsieur et madame tout le monde. Alors peu de chances effectivement que vous fassiez fortune, mais ce n'est pas l'objectif. Si vous voulez juste gagner de quoi subvenir à vos besoins, c'est une solution pour ensuite profiter du temps libre et visiter le pays. L'idée ici, c'est de trouver un boulot accessible à tous, donc qui ne demande pas vraiment de diplôme, de compétences particulières. C'est souvent une des meilleures façons de commencer et on ne sait pas en plus sur quoi ça peut véritablement déboucher. Alors peut-être que déjà vous vous posez la question, oui, mais comment on fait? Quel visa est-ce qu'il nous faut pour pouvoir travailler, hein, et notamment faire des petits boulots? Et ça, je vous le dis dans quelques instants, d'ici la fin de la vidéo. Vous avez entre 18 et 30 ans, voire même 35 ans selon certains pays. Pourquoi ne pas devenir PVTiste? Le permis vacances-travail, ou PVT, est un ensemble d'accords entre différents pays qui permettent aux jeunes de s'installer dans ce pays pour y travailler en toute légalité. Parmi les différents pays, on va y retrouver l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, la Corée du Sud, Hong Kong, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Russie, Taïwan, l'Uruguay, le Pérou, récemment, qui a été rajouté à cette liste. Donc c'est quand même super comme projet de pouvoir, quand on est dans cette bonne tranche d'âge, de pouvoir aller travailler de cette façon-là. Alors ceux qui en parlent le mieux, comme toujours, ce sont ceux qui l'ont expérimenté. Eh bien, figurez-vous que nos amis Alex
et Enzo ont aussi fait du permis vacances travail en Australie et ils nous expliquent comment ça se passe. Généralement, c'est un formulaire en ligne à remplir sur le site du gouvernement du pays en question. Il y a souvent une certaine somme à payer. Donc ça aussi, ça dépend. Pour notre part, en Australie, c'était combien? 350 € à peu près. Non, en tant que Français, faire un PVT, c'est facile parce qu'on est un pays qui est bien réputé à l'étranger. Au niveau du travail. Et c'est vrai qu'en Australie, après avoir rempli le formulaire, avoir payé les 350 € ou dollars, je ne sais plus, on a reçu... En quelques jours, tu reçois la réponse. Ah, moi, j'ai reçu le visa dans ma boîte mail 3 heures plus tard. Voilà, et moi, peut-être Voilà. 5 jours après. Souvent, on arrive dans des pays assez développés et où on a quand même des plus gros salaires qu'en France. Un exemple, on va dire que le SMIC français est à peu près à 1 200 €. En Australie, on est resté 2 ans, c'était à peu près 2 800 €, voire plus si on faisait un petit peu d'heures sup, quoi. Donc ça, c'est un des gros avantages. Et on dit beaucoup, oui, mais la vie est plus chère. Mais pour y avoir vécu 2 ans, non. ça dépend. En centre-ville de Sydney ou de Melbourne, évidemment, mais en Ce même sera temps, plus c'est cher. comme si on allait prendre un appart en centre-ville de Paris, c'est pareil. Mais en étant dans les campagnes et en se débrouillant bien et en mangeant local, etc., la vie n'est pas plus chère. Des choses culturelles à découvrir, comme par exemple en Australie, il y a la culture aborigène dont personne ne parle, mais qui est très présente là-bas. Donc si on est un peu ouvert d'esprit et qu'on s'intéresse aux origines et à l'histoire du pays, il y a toujours tout un tas de trucs à découvrir et ça, c'est enrichissant, Ouais, vraiment. Un gros avantage de voyager à l'étranger en travaillant aussi, oui, c'est d'enrichir le CV parce que pour un employeur qui regarde un CV d'un jeune et qui voit qu'il a fait un peu le tour du monde et qu'il a eu pas mal d'expériences diverses et variées, ça montre bien que voilà, il y a une facilité d'adaptation qui est énorme. Une envie aussi peut-être. Une envie de bosser et de découvrir et une soif d'apprentissage. On nous a dit plusieurs fois, ça en dit long sur votre personnalité que vous ayez voyagé autant. Le fait vraiment de s'attacher au pays et que ça doit avoir une fin. Malheureusement, on doit tous rentrer chez nous au bout d'un moment. En général, on y reste au minimum 1 an et on crée des liens, on s'attache au pays et aux valeurs, etc. Et de partir, c'est toujours un crève-cœur. On va pouvoir rester par exemple en Australie sur 1 an. Je crois que c'est passé sur 3 ans maintenant, mais nous quand on y était, c'était 1 an renouvelable 1 an. Et on ne pouvait pas dépasser ça. Il faut des fonds pour partir. Donc par exemple en Australie, nous c'était d'avoir à peu près 3 000 € sur un compte, en plus d'avoir payé son visa, etc. Pour, je pense, au cas où, si on arrive là-bas et qu'on se retrouve vite sans argent, on ait quand même de l'argent de côté pour pouvoir rentrer, payer notre billet d'avion, etc. Mais bon, j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas qui partaient avec 800 € et qui arrivaient à s'en sortir. Il n'y a pas de système d'allocation. Donc soit on travaille, soit on n'a pas de revenus du tout. Donc il faut savoir gérer son budget, gérer son argent et sortir vite de ce système français où on sait qu'on a toujours une sûreté parce que là c'est pas le cas. Il faut vraiment se débrouiller de A à Z et de gérer cette économie parce que les salaires peuvent être très bons suivant les pays. Quand on a un bon salaire, on a tendance à être un peu surexcité et à le dépenser à tout va. Et nous, c'est notre regret, c'est-à-dire qu'en Australie notamment, on a eu un très bon salaire. Si on avait su, on aurait bossé 2 ans non-stop et on aurait fait de sacrées économies pour après investir dans autre chose par la suite. Mais on a préféré privilégier le côté voyage et découverte du territoire. Donc on a fait un peu moitié voyage, moitié boulot. Donc on n'est pas revenu avec 0, on n'est pas revenu avec des économies. C'est pas ce que j'appelle des économies, alors qu'on aurait pu. Donc ça dépend aussi des motivations de chacun, si c'est plus privilégier le voyage ou privilégier la sûreté pro pour le futur. Chacun ses envies et ses ambitions, quoi. Il vaut mieux prendre une assurance parce que, bon après, dans l'inconvénient, c'est qu'on va devoir payer cette assurance par mois, par an, ça dépend. Je sais plus, toi tu payais combien à peu près? Dépend des pays. En Australie, c'était à peu près 40 $ australiens par mois. Voilà, mais c'est bon à prendre parce que par exemple, moi je ne l'ai pas pris, l'assurance, et je me suis retrouvé avec une inflammation de l'estomac et l'hôpital, et je suis ressorti après une semaine d'hôpital avec 7 000 € de dette. Donc je vous conseille de prendre une assurance. Avant de partir quelque part, il faut quand même savoir où tu atterris, comment ouvrir un compte en banque, comment faire un forfait téléphonique, vraiment que tout se mette bien en place proprement avant de se lancer parce que
quand on arrive, on ne parle pas forcément la langue, on ne connaît pas forcément le système, on peut vite être dépassé par les événements, être un peu paumé. Et voilà, juste sur les choses de base à faire pour que tout soit carré et en ordre avant de se lancer dans les voyages ou le travail. Le principal problème quand on décide de travailler à l'étranger, c'est d'être en règle avec les différentes législations en vigueur dans les différents pays que vous voulez visiter, sachant que vous ne pourrez pas travailler partout. L'une des premières options pour voyager et travailler en toute légalité, c'est donc avec le permis vacances-travail dont on a parlé il y a quelques instants. Si vous voyagez et travaillez dans l'Union européenne, eh bien, ici, la libre circulation des travailleurs est possible. Donc vous pouvez voyager et travailler dans n'importe quel pays de l'Union européenne, j'ai pas dit d'Europe, okay, sans difficulté. Et en toute légalité et sans visa particulier. La seule chose que vous aurez à faire, lorsque vous serez dans le pays, c'est de vous enregistrer pour obtenir un numéro de sécurité sociale, ouvrir un compte bancaire et autres petites démarches administratives, je dirais, qui sont finalement assez simples et rapides. Et de cette façon, vous obtiendrez les mêmes droits et devoirs qu'un citoyen du pays. Et vous pouvez postuler à tous les postes que vous voulez. Notez que, à moins d'avoir un contrat d'expatrié qui est souvent plus avantageux, eh bien votre salaire sera aligné le plus souvent au niveau de vie du pays, je dirais. Autre possibilité, bien sûr, concernant les visas, c'est que vous pouvez demander un visa de travail pour une destination spécifique. Alors, vous n'avez pas entre 18 et 35 ans, ou le pays que vous voulez visiter n'entre pas dans le cadre des PVT. Le pays où vous aimeriez vous installer ne fait pas partie de l'Union européenne, en tout cas des accords conclus entre l'Union européenne ou l'espace Schengen. Et dans ce cas, eh bien, vous pouvez encore faire une approche, je dirais, traditionnelle, de vous rapprocher de l'ambassade du pays qui vous intéresse, faire les démarches complètes pour obtenir un visa de travail. Alors on ne va pas se mentir, ça prend plus de temps, c'est pas forcément simple, ça coûte un peu d'argent, mais si ce pays qui vous attire et celui qui vous attire et aucun autre ne vous attire et que vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien vous n'aurez pas d'autre solution. Alors je n'ai volontairement pas parlé de l'expatriation parce que je ne m'y connais pas suffisamment, mais vous avez de nombreux sites qui en parlent évidemment et je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur le site du gouvernement. Il y a des documents très bien faits pour tout ce qui est expatriation. Si vous êtes dans l'éducation nationale également, vous allez avoir d'énormes avantages pour l'expatriation. Donc je vous mets un lien dans les descriptions à ce sujet-là. Vous allez pouvoir télécharger des PDF qui sont très bien faits. Il y a même des checklists, bref, tout ce qu'il faut. Ce sera dans la description pour vous faciliter la tâche. Voilà, alors j'espère que vous aurez apprécié cette petite mini-série de 2 vidéos pour vous donner de la matière à réflexion si vous voulez travailler tout en voyageant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez justement trouvé la solution qui est la solution idéale pour vous? J'ai hâte de vous lire. En attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, un prochain vlog, une prochaine vidéo tuto, je vous encourage à aller rendre visite aussi à nos invités, Alex et Enzo. Je vous mets le lien de leur Instagram ici en description. Vous pourrez peut-être leur poser des questions. Autre solution pour gagner de l'argent tout en voyageant, la vidéo s'affiche ici, devenir freelance ou indépendant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ils ne savent pas où mettre leurs mains. Tu regardais la caméra? Je sais pas ce que je regarde. Je suis désemparée, je suis dépourvue d'âme. Voilà. Les différents PMI que vous... PMI, pipi, je recommence. Les PIMS, les différents PIMS. Le mec pense qu'il a bouffé. Attends que je réfléchisse à une réponse. Parce qu'en soi, c'est... On en a parlé. Et bien sûr, mon cher. Ah mais toi, hein, pour te moquer, il y a du monde. Hein. Ah ça. Vas-y. Allô. 1, 2, 1, 2. Quand on approche la trentaine, après... C'est lourd. With tonight. L'avantage aussi, c'est qu'on s'est rencontrés là-bas. C'est vrai. Je vous souhaite de beaux voyages et de beaux boulots. Parce qu'en soi, c'est... On en a- J'ai perdu le fil.